Il y a un truc vraiment dans le monde diplomatique qui est incroyable, c'est tu l'ouvres comme ça, tu as l'impression que ça va parler du Covid-19, et dedans, hop là, en milieu de page, ils te font la géopolitique du brise-glace. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait, et vous pouvez me le dire par commentaire, si dimanche on faisait une revue spéciale sur le monde diplomatique? Même si ça va être très compliqué de résumer en 10 minutes tout ce qu'il y a là-dedans, je pense que ça peut être pas mal pour découvrir une autre forme de contenu, une autre forme d'actualité. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 9 avril. Et pour fêter ça, on va faire une revue de presse. Et la revue de presse au Canard Réfractaire, c'est tous les jours à peu près à 20 h. Et si vous voulez rien louper, le plus important, c'est de vous abonner. Enfin bref, il y a pas mal de trucs à dire aujourd'hui, on va pas tarder. Et donc avant de commencer avec les 3 actualités qu'on a sélectionnées pour aujourd'hui, on commence bien évidemment comme d'habitude par... Bon, pour cette première brève, on va parler d'un truc dont on a déjà parlé il y a quelques jours. On parlait de Bernie Sanders et on disait que tout n'était pas perdu. Regardez, le vent se lève, avait fait un super article dessus en disant que tout était possible. Et Bernie Sanders a annoncé hier qu'il se retirait de l'investiture démocrate. Le problème, c'est que l'électorat de Bernie Sanders, c'est surtout des gens qui s'abstiennent et qui cherchent à être convaincus. Mais pour ça, il faut réussir à mobiliser. Et Bernie Sanders, il est habitué à des énormes meetings avec des milliers et des milliers de personnes. Sauf que, évidemment, avec le coronavirus, c'est toute sa dynamique de campagne qui a été stoppée. Mais même avant le coronavirus, la campagne était en déclin, mais ça l'a pas aidé à remobiliser ses troupes et à faire en sorte de remonter dans les sondages. Et dans son article, l'humanité, ils finissent avec une pointe d'ironie. C'est lorsque les États-Unis font face à une épidémie qui justifierait un système de santé fort et étatique que Bernie Sanders perd, alors que c'était sa principale revendication. Et donc le candidat démocrate, ça va être Joe Biden. C'est un ancien de l'administration Obama, et pour vous donner une idée, c'est quelqu'un qui est très Macron-compatible. Ça aurait été pratique que la grande superpuissance américaine, elle vire quand même du côté du peuple. Ça aurait simplifié énormément de choses, et ça aurait résolu beaucoup de problèmes. Mais non. Bon, on verra dans 4 ans. Pour cette deuxième brève, on va voir que la justice politique, elle sévit encore et toujours en Amérique latine. Cette fois, c'est en Équateur que ça se passe, avec l'ancien président Correa qui a été condamné à 7 ans de prison et qui est aujourd'hui exilé en Belgique. Il a été élu président de l'Équateur en 2006, en même temps que pas mal d'autres présidents socialistes à l'époque en Amérique latine. Et dès le début, il a fait une constituante, il a démocratisé un petit peu toutes les institutions et surtout, il a fait énormément de lois sociales. Mais comme très souvent en Amérique latine, le problème a eu lieu quand il a fallu passer la main à quelqu'un d'autre. Il avait cédé sa place à son ancien vice-président, sauf que lui, il s'est empressé de trahir absolument toutes les promesses de campagne qu'il a fait pour appliquer la doctrine libérale, notamment du FMI. Et c'est notamment ce type-là qui a balancé Assange aux flics anglais. Et on ne sait pas très bien pourquoi il a fait ça. C'était soit pour avoir des nouveaux prêts de la part du FMI avec un chantage un peu bizarre, ou peut-être que Wikileaks venait de sortir énormément de preuves de sa corruption de lui et de sa famille. Oui, parce qu'on parlait de procès politiques, et la principale caractéristique de ces procès politiques, c'est qu'il n'y a pas de preuves. C'est comme Lula qui a été mis en prison alors qu'il n'y avait absolument aucune preuve contre lui. Mais l'Équateur, c'est aussi un pays qui a eu un peu son mouvement des gilets jaunes à lui, quand il y a eu une hausse aussi du tarif de l'essence. Et donc, il faut vérifier dans ce pays s'il y a une riposte populaire qui s'organise pour renverser ce président-là qui a trahi toutes ses promesses, et pour en mettre un nouveau, et pourquoi pas rebalancer un processus constituant. Et pour cette troisième brève, on va parler d'un média auquel on n'a encore jamais parlé. Il s'agit du Média. D'ailleurs, si vous savez pourquoi ils se sont appelés le Média, dites-le en commentaire, parce que pour moi, ça reste un mystère qu'on appelle son média le Média. Mais en tout cas, ils ont fait quelque chose de très intelligent sur un article. Ils ont essayé d'estimer le nombre de morts réelles causées par le coronavirus, parce qu'on sait très bien que les chiffres balancés par l'INSEE ne sont pas fiables parce qu'ils prennent pas en compte l'ensemble des victimes. Et ça, ne serait-ce que parce que vu qu'on n'a pas de test en France, on peut pas savoir si une personne est morte ou pas du coronavirus, et dans le doute, elle n'est pas comptabilisée. Et pour ça, ils ont fait pas mal de calculs, mais en gros, on peut le résumer à quelque chose d'assez simple en disant que ils ont pris les chiffres de morts de mars 2020 et l'ont soustrait au nombre de morts de mars 2019 pour savoir à peu près combien il y a eu de morts naturelles qui ne sont pas causées par le coronavirus. Et cette surmortalité qui résulte de la différence de ces deux périodes, ça va être le nombre de personnes qui sans doute sont mortes du coronavirus. Bon, ils n'ont pas fait ça pour toute la France, ils ont fait ça pour plusieurs départements, mais ce qu'on voit se profiler, c'est qu'il y a au moins un coef de 2 ou 3 à chaque fois par rapport au nombre de personnes mortes selon l'INSEE et par rapport à leur estimation à eux. Et donc on peut dire sans trop de risque que le nombre de morts en France est au moins 2 à 3 fois plus élevé qu'annoncé. Et bien sûr, vous retrouverez en description l'article du Média qui parle de tout ça, sachant qu'il détaille absolument tout leur processus de calcul et tout ça, donc c'est très intéressant de savoir comment les journalistes du Média ont réussi à avoir ces chiffres.
Pour cette première info, on va changer d'habitude et on va l'introduire avec une vidéo qui a été partagée sur le Facebook d'Adrien Quatennens, qui est un député France Insoumise. Le tracking à visée médicale, l'utilisation de certaines données de nos téléphones pour tracer les contaminations éventuelles est aujourd'hui une hypothèse étudiée, oui ou non, par le gouvernement. Le tracking fait partie des solutions qui ont été retenues par un certain nombre de pays. Donc, je suis convaincu que si elles permettent de lutter contre le virus et si, évidemment, elles respectent nos libertés individuelles, c'est un outil qui sera retenu et soutenu par l'ensemble des Français. Est-ce que ça peut arriver en France, ça ? Ça n'est pas la culture française et je fais confiance aux Français pour que nous n'ayons pas besoin de mettre en place ces systèmes qui, au fond, atteignent la liberté individuelle de chacun pour être efficace. Donc ça n'est pas un sujet sur lequel nous travaillons. Le gouvernement a longtemps hésité, mais maintenant il le prône, l'utilisation massive d'une application pour tracer les citoyens. L'objectif, c'est de pouvoir identifier où se trouvent les personnes infectées pour essayer d'établir une chaîne de transmission et pour savoir si toi, personnellement, tu as été en contact avec une personne qui a été infectée. Ce qui permettrait théoriquement de prendre plus ses précautions et de savoir si oui ou non tu as des risques ou pas d'être contaminé. Et il précise évidemment que cette application, ce sera sur la base du volontariat. Mais bon, évidemment, là-dessus, il y a plein de problèmes qui se posent. Déjà, vu qu'il n'y a pas de dépistage massif, on peut pas savoir qui est réellement infecté. D'autant plus que tu as des personnes qui sont malades, mais dites asymptomatiques, qui vont encore moins être testées. Ce qui fait que même si tu te déplaces et que tu as l'application, tu vas très probablement être en contact avec des personnes infectées, mais qui ne sont pas référencées sur l'application. Et sachant que tu as 25% de personnes qui sont dites asymptomatiques, si tu rajoutes là-dessus le pourcentage de personnes qui sont malades, mais qui ne sont pas testées, qui ne seront pas référencées sur l'application, au final, tu te rends compte que même si ça se généralise, cette application, tu n'auras qu'un pourcentage très faible de personnes malades référencées. Ce qui remet vraiment en question cette stratégie de la chaîne de transmission. Se rajoute à ça le fait qu'il y a énormément de personnes qui vont pas installer du tout l'application. Que ce soit parce qu'ils n'ont pas le téléphone ou tout simplement parce qu'ils veulent pas de cette merde-là. Et donc pour ces raisons-là, on peut vraiment, mais réellement douter de l'efficacité d'un tel procédé. Puis évidemment, l'autre problème, c'est l'installation massive d'une application de traçage numérique instituée par un État pour surveiller ses citoyens. Rien que cette phrase-là, ça devrait suffire à clôturer le débat. Donc c'est un pas de plus qui est fait vers la société de surveillance, vers une société plus autoritaire. Et ça, sans absolument aucune forme de garantie des résultats. Et cette proposition-là, elle est contestée même au sein de La République En Marche. Bon, à part 2-3 lèche-bottes, dont Guérini qui soutient le gouvernement là-dessus, t'as quand même un nombre important de députés La République En Marche qui rejettent cette idée de surveiller la population. Même s'il faut pas être naïf, si le gouvernement il met cette proposition sur la table, tu vas avoir une armée de Playmobil à l'Assemblée qui vont voter et cette loi va passer si le gouvernement veut qu'elle passe. Mais au moins ça montre que les fractures qu'il y a au sein de La République En Marche sont en train de s'accentuer petit à petit. Et ce qui va accélérer le processus d'un nouveau groupe parlementaire. Même si ce ne sera pas un groupe parlementaire de gauche, etc., et qu'il ne faut rien attendre de ça, au moins c'est témoin d'une déstabilisation du pouvoir. Et si on fait des petits pronostics, et là qui n'engagent que moi, au vu de l'utilité très douteuse que peut avoir cette application dans ces conditions, il n'y a que 3 scénarios que je vois plausibles pour la suite de cette histoire. Le premier, c'est que le gouvernement abandonne cette idée, même si on l'a connu très têtu sur énormément de projets de loi, vu que c'est pas efficace et que ça risque de renforcer la fracture au sein du groupe La République En Marche, ils vont tout simplement abandonner. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième, un peu plus inquiétant, ce serait de renforcer les conditions d'utilisation de cette application pour qu'elle soit vraiment utile. Et notamment, forcer les personnes qui sont malades et diagnostiquées malades d'installer cette application. Et donc là, ce serait un virage plus autoritaire et qui serait vraiment inquiétant. Ce virage-là, il sera justifié par un besoin sanitaire et par le fait que, puisque tous les malades auront l'application, il y aura des résultats et on ne pourra pas trop douter de l'efficacité d'un tel dispositif. Enfin, c'est ce qu'ils diront. Et le troisième scénario, ce serait que le gouvernement se fiche un peu du résultat, mais ce serait un peu comme mettre un pied dans la porte et de se dire que on a réussi à mettre une application de surveillance pour le Covid-19 et ce truc-là, on va le généraliser, on va le pérenniser bien après l'épidémie. Donc soit un abandon, soit il renforce les conditions d'utilisation, ou soit alors c'est juste du bluff pour pouvoir mettre un pied dans la porte. Et vous pouvez mettre bien sûr par commentaire votre avis sur pourquoi le gouvernement fait ça et jusqu'où il va aller. Aujourd'hui, il y a suffisamment de stocks de nourriture pour nourrir à peu près tout le monde. Mais malgré ça, les risques de famine sont réels d'après le Programme alimentaire mondial. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent cette famine. Déjà, la première, c'est que la magie de la mondialisation a été brisée avec le confinement. Parce qu'avec la spécialisation de la production et les problèmes à l'export liés au confinement, ça fout un très joyeux bordel dans ce qu'on appelle les balances commerciales. Il y a un effet un peu boule de neige dans cette histoire, c'est-à-dire que des pays qui, par exemple, exportent du pétrole, ne pourront plus importer du blé parce que plus personne n'achète leur pétrole.
Ce qui fait que les pays qui vendent du blé, eux, tu as énormément de leur part de production qui sont pas vendus et ils n'ont pas assez d'argent pour s'acheter autre chose. Et avant, ça marchait parce que tu avais énormément de bateaux partout qui faisaient en sorte que les marchandises circulent et que les besoins de l'un étaient remplis par les surplus de l'autre. Sauf que là, évidemment, avec le confinement, c'est le gros bordel. Mais le plus triste, c'est que c'est juste un problème de coordination. C'est juste qu'on n'arrive pas à amener la marchandise à un point A jusqu'à un point B. Et ça va être d'autant plus compliqué en Afrique parce qu'il y avait déjà une famine qui commençait à émerger avant la crise du coronavirus. Et avec tout le bordel, avec tous les problèmes d'exportation et d'importation, ça va encore aggraver le problème chez eux. Il y a une problématique d'ailleurs qui s'est aggravée, oh mon Dieu, c'était pas du tout prévisible, par l'introduction des banques d'investissement, des produits dérivés, des fonds spéculatifs dans le marché des denrées alimentaires. Et l'introduction de ces vautours-là dans le marché de l'alimentation, ça s'est fait il y a quelques mois. C'est ce que rapporte l'humanité, hein. C'était un choix politique de dire les banques d'investissement vont pouvoir spéculer comme ils le veulent sur le prix de la bouffe. Et forcément, la conséquence directe, dès que c'est un peu stressé, c'est les prix s'enflamment. Mais pour rien. Ce qui complique encore plus la logistique pour essayer de nourrir tout le monde sur la planète. Et le pire, hein, je me répète, mais c'est que cette bouffe-là, elle existe. C'est juste qu'on n'arrive pas à l'acheminer au bon endroit, parce qu'on a tout délocalisé. Donc les pays africains, ils vont se prendre de plein fouet les famines et la spéculation sur les denrées alimentaires. Mais en plus, eux, ils sont aussi en première ligne par rapport au coronavirus. Parce que à la fois, ils accumulent des zones très peuplées, mais ça sans réel système de santé publique et sans véritable statistique pour savoir évaluer où en est l'épidémie. Ce qui rend très compliqué la gouvernance, la prévention, l'organisation de l'État, etc., etc. Et pour ne rien arranger à la situation, tu as énormément de pays d'Afrique de l'Est qui sont en train de subir en ce moment une invasion de criquets. Genre d'une ampleur qui n'a jamais été vue depuis 70 ans. Et genre avec cette race de criquets bien précise qui est stipulée par l'ONU comme étant le pire dévastateur de récoltes au monde. Donc l'Afrique là, elle cumule mais genre sévère quoi. Ils se prennent à la fois les conséquences de la mondialisation avec le confinement, ils se prennent dans la gueule la hausse des prix des denrées alimentaires causée par la spéculation, ensuite ils se prennent le coronavirus et en même temps t'as des nuées de criquets qui arrivent pour défoncer leurs récoltes. Et forcément pour lutter contre ces criquets, ils envoient des pesticides. Hein. Mais c'est pas genre avec comme nous avec nos agriculteurs avec le tracteur. Hein. Eux ils y vont par avion. Ils larguent les pesticides avec des avions. Bon forcément ça tue des criquets mais ça tue énormément d'autres choses à côté et ça va poser énormément de problèmes agronomiques et écologiques dans les années à venir. Des nuées de criquets qui sont là notamment à cause de la multiplication des cyclones et des incendies notamment en Australie et ça on peut le lier sans prendre trop de risques au réchauffement climatique. Donc tout ça pour dire que c'est pas une situation qui va aller en s'arrangeant. Et pour finir là-dessus, il y a un dossier qui a été sorti par Oxfam, dont on va parler plus précisément dans la prochaine revue de presse. Mais en gros, ils disent qu'avec la crise du coronavirus, tu as à peu près un demi-milliard d'êtres humains qui vont tomber dans la grande pauvreté. Bref, on n'est pas prêt de voir la fin de cette histoire. Et pour cette troisième brève, on va raconter une histoire, et pas n'importe laquelle, une parmi d'autres de ce grand désastre qu'est devenue l'industrie française. Il y a une entreprise française qui s'appelle Surgical, et elle fabrique notamment des sondes qui sont utilisées pour la réanimation du Covid-19, et en gros, ça va chercher le liquide dans les poumons comme ça. Ce qui est ouf avec cet appareil, c'est que les soignants peuvent drainer ce liquide avec cet appareil, tout en étant protégés de tout risque de contamination. Et ça, franchement, c'est inestimable dans ce qu'on est en train de traverser comme épreuve. Et bien sûr, tu as eu plein d'articles sur des journaux comme Le Figaro ou Les Échos qui chantent les louanges de la réussite française. Ils étaient tout contents de dire que finalement tout ne va pas si mal et que l'industrie française et surtout l'entrepreneuriat français, ils savaient encore se battre contre le coronavirus. Parce que oui monsieur, en France on laisse des entreprises américaines détruire une fabrication de masques ou la seule usine qui fabriquait des bouteilles d'oxygène. C'est vrai, mais au moins on a des idées et on est fiers de ça. Et puis t'as eu Mediapart. Comme souvent, les libéraux sont pleins d'entrain et puis tout d'un coup, article de Mediapart. C'est sorti hier et ils font des piqûres de rappel indispensables pour bien comprendre réellement quelle est cette entreprise-là et à qui ça profite. Comme beaucoup d'entreprises de ce style-là, dans les nouvelles technologies, ce genre de trucs, ça a été largement financé par des fonds publics, que ce soit par des subventions ou par ce drôle de truc qu'on appelle la banque publique d'investissement. Des instances publiques d'ailleurs qui avaient racheté la boîte dans une espèce d'organisation un peu chelou et dont notamment on retrouve la Caisse des dépôts,
dont on a déjà parlé, qui est un organe ultralibéral d'État. Et pour le coup, ça a marché parce qu'il y a eu énormément d'argent public mis dans cette entreprise, mais en contrepartie, l'entreprise a décollé et elle a pas mal recruté. Mais le plus bizarre dans cette histoire, enfin bizarre quand on ne connaît pas trop les tenants les aboutissants, c'est quand la banque publique d'investissement elle décide de céder toutes ses parts là, enfin la caisse de dépôt, tout le truc public, ils cèdent leurs parts et ils le vendent à un groupe financier. Une entreprise qui est dirigée par la banque Lazare qui s'appelle Eurazeo. Elle est détenue par action notamment par JCDecaux et aussi une entreprise qui s'appelle Tikeo, qui est une entreprise financière qui a notamment employé Fillon juste après son échec de 2017. Et qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces braves gens avec cette entreprise-là? Une entreprise nourrie par l'État, etc. Et ben devinez. Allez, devinez, c'est un petit jeu. Est-ce qu'ils ont investi dans des nouvelles machines pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'emplois qui sont créés en France? Ou alors, ils ont délocalisé en Inde et en Pakistan en multipliant les plans sociaux en France, alors même que l'entreprise n'avait jamais fait autant de bénéfices et n'avait jamais autant versé de dividendes? La réponse 1 ou la réponse 2? Et quand je dis des dividendes, c'est 2 à 3 millions d'euros par an. C'est quasiment la moitié des bénéfices de l'entreprise qui part en dividendes. Et le plus cynique dans cette histoire, c'est que la boîte, elle avait réouvert en fait une usine à Bombini pour pouvoir fabriquer encore plus de trucs là, tu sais, qui rentrent dans la gorge et qui aspirent le liquide dans les poumons. Sauf que cette usine-là, qui redémarre et qui fabrique des trucs essentiels, elle va être fermée en juin. Ça a été annoncé, ça a été confirmé. L'entreprise va fermer cette usine en France. Alors qu'on en a cruellement besoin, quoi. Tu as 2 usines en France qui font ça, tu en as une à Vitré, une à Bombini, quoi. Ils vont supprimer celle de Bombini pour pouvoir délocaliser en Inde. Après tout ce qui s'est passé, après tous les problèmes de réapprovisionnement, de souveraineté que ça a posé, après tous les morts qui ont été causés parce qu'on ne fabriquait pas nos masques, on ne fabriquait pas nos blouses, etc., etc. Il n'y a aucune leçon qu'on pouvait tirer de cette histoire-là qui sont appliquées réellement. Et l'État laisse faire. Et quand je dis que l'État laisse faire, c'est bien sûr, il ne fait rien pour arranger la situation. Il n'y a pas de déclaration et il ne se sert pas de l'outil coercitif de l'État pour forcer cette entreprise à ne pas fermer cette usine. Mais aussi, Mediapart a accumulé pas mal de preuves qui montrent que l'administration soutient ce genre de démarche. Et ce fonds de pension là, qui s'appelle Eurazeo, qui a racheté l'usine et qui a racheté la boîte, eux, ils ont profité de 700 000 euros de CICE. Vous savez, le CICE, c'était ce qui était censé motiver les entreprises à recruter. Et bien eux, ils ont pris ces 700 000 euros-là et ils ont licencié derrière. Parce que en fait, tu n'avais aucune contrainte sur le CICE. Et en plus de ça, ils ont récolté 900 000 euros de crédit d'impôt recherche. Avec cet argent-là, ils ont réussi à trouver une solution qui est maintenant utilisée dans les hôpitaux. Et ça, c'est super cool. Mais avec cet argent-là aussi, ils ont investi pour délocaliser en Inde. Et à quel moment l'État, quand il donne une somme aussi forte, ne peut pas imposer des contraintes comme le fait de relocaliser la production? Ça paraît évident pourtant. Mais non, l'État file du fric sans aucune contrainte derrière. Enfin bon, je suis un peu mauvaise langue quand je dis que ça a servi à financer les délocalisations. Parce que visiblement, ça a aussi financé les dividendes. Et donc là, tu as 60 employés à Bombini qui sont laissés sur le carreau et qui sont en train de se battre pour essayer de sauver l'usine. Et c'est un article que vous pouvez retrouver en description. Et c'est ce genre d'entreprise que des médias français font les louanges pour dire que c'est vraiment le success story de la France, quoi. Je veux dire, quel beau pays si c'est ça notre réussite. Enfin bon, Mediapart est toujours dans les bons coups en ce moment et si vous voulez vous abonner et les soutenir, le lien est dans la description. Et c'est avec ces bons mots qu'on va finir la revue de presse aujourd'hui qui a été exemplaire parce qu'on a parlé d'un scandale industriel français, on a parlé des dérives autoritaires du gouvernement et on a même parlé de géopolitique et d'économie. Parfait. Et si vous voulez faire plaisir à Pikachu, le meilleur moyen c'est de vous abonner et de partager cette vidéo. Et nous, on se retrouve demain à 20h, comme d'habitude, pour la prochaine revue de presse. D'ailleurs, hier soir, on a fait une interview avec le Canal Concorde, qui est une radio indépendante sur YouTube. Et si vous voulez retrouver cette interview, elle est disponible en description. Elle a été plutôt chouette. Une chaîne d'ailleurs qui propose plein d'autres contenus et c'est un média indépendant, alors je vous encourage à vous abonner aussi pour les soutenir. Ah oui, et petite précision, là, pour la deuxième caméra, j'ai changé d'objectif et il est beaucoup plus large. Est-ce que vous préférez cette disposition là, ou alors l'ancienne qui était avant avec les images que je suis en train de vous mettre, ou alors juste avec une seule caméra? Pour moi, c'est important de savoir ce que vous préférez entre ces différents choix. Donc entre une seule caméra, entre 2 caméras mais en plan large comme ici, ou entre 2 caméras mais avec un plan serré. Et vous pourrez répondre ici par le sondage. Et en attendant, prenez soin de vous et puis comme d'habitude, passez un bon confinement.